soir et accueillir notre premier invité, Jean-François Pré. Bienvenue. Voilà. Donc merci pour votre accueil et merci de m'avoir nommé parrain de cette manifestation exceptionnelle sous un soleil absolument magnifique, une organisation. Enfin bon, les compliments ça sera pour plus tard. J'en garde un peu pour la fin. Vous avez raison, gardons-en sous la semelle. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, même si je pense que dans notre assemblée il y en a très peu, vous êtes un ancien journaliste, figure bien connue du monde hippique, notamment à la télévision. Vous êtes imposé depuis plusieurs années comme une voix originale du roman policier français. On va le voir avec les Patterson, une famille en or. Dans ce roman policier, vous nous invitez dans un manoir breton pour un anniversaire qui ressemble d'abord à une réunion familiale avant de virer au règlement de compte meurtrier, tout un programme. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est née cette histoire? Alors, votre attention s'il vous plaît. La naissance d'une intrigue dans le cerveau d'un écrivain, c'est quelque chose de très mystérieux. C'est un des grands mystères de l'humanité après l'affaire du petit Grégory, bon, je plaisante, c'est pas drôle d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de tracer une idée. Moi je vous dirais que j'en suis totalement incapable, de vous dire comment cette idée m'est venue. Je peux simplement vous dire que les sources d'inspiration, en général, ça peut être rencontre d'une personne, imaginer un titre, un mot comme ça, qui peut se transformer en 300 pages. C'est très curieux, c'est une chimie assez curieuse. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai un réservoir imaginatif qui, pour l'instant, n'est pas tari, est loin de l'être, parce que j'ai souvent 2 ou 3 romans d'avance dans la tête, dont un qui est écrit. C'est ce qui me permet de garder le rythme d'une parution par an. Et donc, Dieu merci, j'ai toujours cette faculté à imaginer et à ne pas m'inspirer du réel. On s'inspire toujours quelque part du réel, parce que de toute façon, le cerveau humain, il fonctionne comme ça, c'est un véritable ordinateur et on ne le maîtrise pas toujours. Donc on s'inspire forcément du réel. Mais disons un minimum. Parce que les idées, les intrigues que j'écris, je les imagine, je les conçois, je les fabrique moi-même. Voilà. Donc pour répondre à votre question, c'est très très difficile de vous dire comment m'est venue l'idée des Patterson. J'ai une idée d'une famille abominable, ils sont tous les plus horribles les uns que les autres, et j'ai eu l'idée de mettre ça en scène dans un ballet assez diabolique autour d'un anniversaire, l'anniversaire d'un centenaire, donc anniversaire où les participants s'imaginent qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres, ils l'espèrent d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe. En tout cas, on sent le plaisir que vous avez eu à écrire ce roman policier. Le sel de l'intrigue, justement, d'un roman policier, c'est le suspense. Et on ne va pas dévoiler ici, parce que sinon tout va tomber à plat. Mais pour donner envie de se plonger dans votre roman, le personnage de M. Patterson, si on peut un peu dire au public de quoi anime ce personnage assez loufoque et emblématique. Alors c'est un despote, un véritable tyran qui exerce cette tyrannie sur sa famille à travers l'argent. Parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse, donc il leur fait faire ce qu'il veut. Et cet homme a décidé, alors ça c'est un peu moi, c'est un peu un fantasme personnel, parce que c'est vrai que j'aurais aimé, moi j'ai vécu des années, la décade 70-80 qui a juste précédé mon entrée à la télévision, que j'ai trouvé que c'était une décade extraordinaire. Donc j'ai imaginé que lui, dans sa folie, qui n'est pas la mienne, Dieu merci, il a des valeurs qui ne sont pas non plus les miennes, heureusement, donc avait décidé que pour lui, le temps s'arrêtait
aux années 70. Donc il a placé le curseur. Alors comme il est très riche, il a acheté un manoir breton dans les environs de Perros-Guirec. Et puis toute personne qui pénètre chez lui, alors il y a une espèce de poste-frontière, une poste-frontière spatio-temporelle, où donc la personne qui pénètre chez lui, on regarde, si vous avez un portable, vous le laissez à l'entrée. Si vous avez une montre un peu trop moderne, vous la laissez à l'entrée. Si vous avez une voiture électrique, vous la laissez à l'entrée. Vous prenez une DS Palace des années 70. Et puis le costume, pareil, avec les cravates très larges, les revers, pareil. Donc il faut être habillé comme ça. Et à ce moment-là, on peut entrer. On entre dans un monde spatio-temporel, comme je vous l'ai dit, où c'est sa folie d'obliger tout le monde à vivre comme ça. Et on a des recettes culinaires de ces années-là, enfin tout autour des années 70. Donc voilà, il a décidé que pour lui, la vie s'arrêtait là. Donc c'est la particularité de ce personnage. Bon, ça serait plutôt sympathique si le type l'était. Mais c'est un abominable tyran, comme je vous l'ai dit. Un type qui n'a aucun scrupule, aucune valeur, rien du tout, et qui a un passé encore pire que son présent. Et ça, je ne peux pas vous le raconter, parce que bon, ça a été un jeune militaire. Enfin, au moment du débarquement, il était très jeune, puisqu'il a 101 ans aujourd'hui. Et donc il a participé, c'était un jeune officier de l'armée américaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas très bien comporté. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et du coup, cette mécanique, elle est utile pour fabriquer des suspects, parce que chacun des protagonistes qui le côtoient a une bonne raison de les détester. Et moi, du coup, ce que j'ai envie de savoir quand on écrit un roman policier, comment on fait pour ne pas se perdre dans l'éventail de suspects possibles qu'on présente au lecteur? Alors on prend des notes, on fait des fiches, on s'inspire des très grands qui vous ont précédé, parce que on a tous nos inspirateurs. Hein, moi, mes deux principaux, c'est Agatha Christie et Georges Simenon, qui sont pour moi mes références. Et d'ailleurs, Simenon, c'est un modèle d'écriture, parce que vous savez peut-être, il écrivait ses romans en 3 jours. Il s'enfermait dans une pièce, il se faisait passer ses plateaux repas sous la porte, interdisant évidemment qu'on le dérange, jour et nuit. Et il faisait des fiches. Il préparait avant de s'immerger dans son monde littéraire, il préparait des fiches, et ça c'est indispensable. Il y a 2 choses qui sont indispensables dans l'écriture d'un roman policier. Et là je me réfère encore à une très grande signature, comme l'a dit Michael Connelly, c'est connaître la fin, connaître le début, connaître la fin, et au milieu vous laissez aller. Donc moi c'est ce que je fais, parce que dans mes romans précédents, mais des plus anciens, les romans d'avant les années 2000, j'ai loupé quelques fins, et dont un que je vais essayer de réécrire et de republier, parce qu'on m'en a dit le plus grand bien, sauf que la fin, ça se terminait comme un soufflet que vous retirez du four et qui est raté, alors que tous les ingrédients étaient là. Donc c'est ça, et puis ensuite faire des fiches de personnages. Et il faut faire très attention dans les romans policiers, parce que contrairement à la littérature blanche, l'intrigue a une importance capitale dans le roman policier. Et donc il faut faire très très attention à ne pas qu'un personnage n'ait pas les yeux verts dans un chapitre et les yeux bleus 3 chapitres plus loin, ou qu'il ait une Mercedes à un endroit et puis le jour d'après il a une BMW, ou enfin, des trucs dans ce genre-là, mais même pire, parfois des incohérences aussi qu'on ne voit pas forcément du premier coup d'œil et qui sont rattrapées. Alors je vais vous donner un exemple très précis concernant ce bouquin-là. Ce bouquin-là qui malheureusement que vous ne pourrez pas vous procurer parce qu'ils sont tous partis hier. Ah, il y en a d'autres? Ah ben. Ah oui, bien sûr. Non, mais une anecdote, et qui va tout à fait répondre à votre question. Comment on travaille? Roman policier, il y a pas mal de personnages. C'est toute la famille Patterson. Donc je fais un arbre généalogique au début, pour que le lecteur puisse toujours s'y référer si jamais il est perdu dans l'intrigue. Voilà. Oui, c'est pas mal, hein, oui. Oui, mais c'est pas... Merci Douchka. Ça se rapporte particulièrement à ce type de roman. Voilà. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai ce qu'on appelle
des bêta-lectrices, c'est-à-dire des copines qui font ça bénévolement, qui me relisent le manuscrit, et puis qui me donnent leurs observations, qui me le corrigent, etc., avant que ça aille chez l'éditeur et avant que ça passe entre les mains d'un correcteur professionnel. Donc il y a plusieurs relectures, et il faut faire très attention pour que le livre soit publié sans coquille et sans incohérence. Alors, il y a un personnage féminin, une jeune femme, qui s'appelle Candice. Tout au long du roman, elle s'appelle Candice. Dans l'avant-dernier chapitre, dans les 2 derniers chapitres, elle s'appelle Clarisse. Donc, ça passe en relecture 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, une très vieille amie que je ne saurais jamais assez remercier, me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Clarisse qui arrive d'un seul coup dans les 2 derniers chapitres? Et moi, je reprends mon truc, je dis, mon Dieu, personne ne l'avait vu. Personne n'avait. Si elle ne l'avait pas vu, ça sortait comme ça, et c'était publié comme ça. Alors là, c'est la catastrophe. Ça arrive souvent, mais là c'est pire que tout, parce que c'est le nom d'un personnage. Si je vous dis tout à l'heure, bon, le gars qui a une Mercedes et puis qui se retrouve avec une BM, bon, c'est pas trop grave, ça peut passer. Mais ça ne passe pas. Donc vous voyez, il faut faire très très attention. C'est une attention de tous les moments. Relecture, travail au quotidien, tous les jours. On peut se reposer un jour ou 2 peut-être, mais c'est vraiment du tous les jours, tous les jours, pour ne pas perdre le fil. Ça, je vous parle de la littérature policière, parce que la littérature blanche, il y a beaucoup d'auteurs qui vous répondront, qui vous diront, j'ai mis 10 ans à écrire un roman. Voilà, je l'ai pris en 2012, j'ai repris en 2017, et puis je l'ai fini en 2025. Mais justement, voilà. Restons sur le roman policier, parce que c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Un des autres ingrédients, c'est le décor. Ce fameux manoir, et vous utilisez la mécanique du huis clos. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que le précédent Une si belle île, c'était aussi un huis clos. Et puis parce que j'adore les huis clos, parce que c'est là qu'on peut faire ressortir la psychologie des personnages. Et toute leur noirceur. Mais ils sont jamais complètement noirs ou complètement blancs. Bon, là c'est vrai que c'est un ramassis d'ordures. Mais bon, il y en a quand même 2 ou 3 des Patterson qui sont assez sympas. Notamment le fils illégitime, qui est quand même plutôt... Alors, il est extrêmement cynique et très caustique dans la description de ses frères, cousins, neveux, etc. Tout ça. Mais il est plutôt sympa. C'est le dilettante de la famille, c'est celui que l'argent n'intéresse pas. Mais tous les autres, ils ont les gros sortis. Hein. Et du coup, oui, le huis clos permet effectivement tout ça, et permet surtout de ressortir les secrets enfouis auxquels on peut échapper, notamment les secrets de famille. Ah bah là, il y a un très gros secret de famille, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquins, et pas forcément des romans policiers, qui sont... où on passe son temps à déterrer des secrets. Alors... Là, c'est vrai qu'il y en a un, mais le secret, il a une utilité, c'est qu'il explique, il explique toute la mécanique meurtrière, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres romans. Mais c'est vrai que ce secret-là est très très important, et je crois que je vais m'arrêter là, parce que je suis capable d'en dire trop. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous maîtriser, et on donne juste l'eau à la bouche, si on peut s'exprimer ainsi. Je suis un cheval fougueux, j'ai besoin qu'on me reprenne, qu'on me donne... Alors permets-moi d'être votre jockey alors. Dans ce cas, exactement, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Je vois que le public apprécie. Et oui. Et pour continuer, justement la note d'humour, vous dites que le roman brosse le portrait d'un ramassis d'ordures. C'est votre propos, mais pourtant l'humour est omniprésent. Ouais. Pourquoi faire ce clair-obscur? Mais parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'humour au quotidien, comme on a besoin d'air et d'oxygène pour respirer. Pour moi, l'humour, dans la vie, c'est indispensable. Alors, comme disaient des proches, on peut plaisanter de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, il faut faire attention à qui on parle. Moi, en général, j'essaye de m'adresser à des gens qui ont la même vision que moi de l'humour. C'est-à-dire qu'on peut rire de tout, même des choses les plus graves. Même des génocides, de ces choses les plus graves. Au contraire, ça désamorce, ça dédramatise, et ça ne veut pas dire qu'on cautionne évidemment, mais ça désamorce le côté abominable.
Je trouve que c'est un très bon antidote. Et puis vivre d'humour au quotidien, avec mes amis, de tous les gens que je fréquente, c'est formidable quand on peut être dans la dérision, quand on peut être au 3e degré. Moi, je trouve que c'est formidable. Alors, j'essaye d'en mettre dans mes romans, j'essaye de donner de l'humour à mes partenaires, à mes personnages. Vous avez vu le lapsus, hein? Pas mal, hein? Il est pas mal le lapsus. Hein? Avec vous pendant oui, bien sûr. Ah, de toute façon, quand on écrit un bouquin, on vit avec jour et nuit. Hein? Jour et nuit. On se réveille la nuit. Un jour, il y a un autre auteur, un de mes copains, qui m'a dit ça, mais je lui ai dit, tiens, c'est exactement comme toi. La nuit, j'ai une idée, je me réveille comme ça, en pleine nuit, bon, parce que maintenant, quand on avance dans l'âge, on dort moins bien, moins longtemps. Et donc, je me réveille en pleine nuit, puis je me dis, tiens, j'ai une idée. Mais si tu as une idée, et que tu ne la donnes pas, tu dis, j'ai une idée, tu restes à manger dans ton lit et tout ça, comme une nappe d'éther, ça s'envole. Donc, je me lève, je vais à mon bureau, et crac, et je note mon idée. Et c'est comme ça que je la retrouve, sur ça je la retrouve pas. Donc on est sans arrêt, c'est de la véritable schizophrénie, parce qu'on est avec ces personnages, on leur parle, on pense à eux, on est constamment confronté à ça. Et les personnes qui vivent avec vous, enfin qui vous côtoient au quotidien, exactement, Douchka, c'est insupportable. Je supporte très mal. D'ailleurs, il y en a un parmi d'autres qui se détache, c'est le fameux commissaire Langsamer. Ah bah oui. Alors lui, c'est votre meilleur ami? C'est votre alias? Qui est-ce? C'est encore une démonstration supplémentaire de la schizophrénie qui anime les auteurs. C'est quand vous avez un personnage récurrent. Alors, moi, je me suis aperçu que ce personnage récurrent, maintenant, je ne peux plus le laisser. Je peux plus... c'est pas parce qu'il va me faire une crise de jalousie, mais c'est parce que je suis tellement identifié à Langsamer. Après, je vous parlerai du personnage, pourquoi il s'appelle Langsamer. Je suis tellement identifié que maintenant, je ne peux plus le laisser. Alors, j'ai essayé, il n'a pas été publié, je ne dirais pas ce que c'est, parce que pour l'instant c'est à l'état de projet, donc je me suis lancé dans un roman non policier. Voilà. Je l'ai écrit sous pseudo, pour pas qu'on sache que c'est moi, parce que autant au début de ma carrière d'écrivain, ma notoriété précédente de journaliste de télé spécialisé dans le cheval m'a fait, je pense, plus de tort que de bien, parce que les gens ils venaient dans les salons me faire dédicacer des photos, me demander des pronostics, mais ils ne prenaient pas les bouquins. Donc autant, je pense que si aujourd'hui j'essaye d'être crédible dans une œuvre de littérature blanche, je pense qu'on va m'associer à Langsamer et on va dire qu'est-ce qu'il vient foutre là, pourquoi il n'est pas resté avec Langsamer. Donc je reste avec Langsamer. Maintenant nous sommes pacsés à vie. Et voilà, et puis c'est un personnage que, j'allais dire, un personnage que j'adore. Et évidemment que je l'adore puisque je l'ai créé. On aime toujours ses enfants, enfin en principe. Mais indépendamment de ça, je me suis aperçu d'un truc très drôle. En fait, j'ai créé Langsamer pour être à contre-courant, parce que j'ai toujours aimé, dans ma vie, être dans l'autre sens. Quand j'étais à TF1, je travaillais 7 jours sur 7, mais surtout le week-end. Et j'étais ravi de travailler le week-end, parce que je voyais que les gens se reposaient, et quand moi je me reposais en semaine, ils étaient tous au boulot. Donc sur les autoroutes, j'étais toujours dans le sens inverse, et j'étais absolument ravi. Tant et si bien, quand les rares fois où je me reposais dans la semaine, j'avais des coups de téléphone sur mon portable, des copains qui me disaient, écoute, tu me déranges, je suis désolé, je suis au golf. Ah mais il me dit, tu te fous rien toi, tu te reposes tout le temps. Donc vous voyez, j'ai toujours travaillé comme ça, et l'idée du contresens, je l'ai matérialisé, concrétisé avec Langsamer. Langsamer, c'est tout le contraire des enquêteurs, des détectives qu'on voit dans les séries d'aujourd'hui. Alors, il se rapprocherait un petit peu, si on voulait faire des analogies, du Adamsberg de Vargas, de Colombo, ou éventuellement d'Hercule Poirot, alors il pourrait ressembler à Hercule Poirot parce que c'est un célibataire indécrottable. D'ailleurs, je l'appelle le solibataire parce que c'est un solitaire aussi, il n'a pas de famille, il n'a aucune attache.
Et donc, il pourrait se rapprocher de ces héros-là. Mais la différence, c'est qu'il est vraiment pas beau. Il est pas vraiment sympathique de prime abord. Il a un gros nez, donc il n'a rien pour plaire. Et je me suis aperçu, au bout d'un certain temps, de mes retours de lecture, que les lectrices l'adoraient. Et après, bon, évidemment qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a beaucoup de bienveillance, d'humanité, de valeur et d'intelligence derrière le personnage, qui a priori est pas plutôt assez repoussant, voilà. Mais c'est étonnant comme les gens m'en parlent. Je ne pensais pas qu'il deviendrait si vite célèbre et si vite aimé et apprécié, surtout de la gent féminine. On lui souhaite bonne route et on vous remercie encore une fois pour cet échange. Je propose de l'applaudir. Merci beaucoup. Et évidemment, vous pouvez continuer à échanger avec Jean-François Prey tout au long de la journée. Alors, à mon stand, là, le stand des parrains, donc il y a tous mes bouquins, sauf